Chapitre 16. Le souper fut rapidement dévoré et la petite troupe se casa de son mieux. La couchée était dure, l'abri peu solide, la situation fort pénible, à 5000 pieds au-dessous du niveau de la mer. Cependant, mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit, l'une des meilleures que j'eusse passées depuis longtemps. Je ne rêvais même pas. Le lendemain, on se réveilla à demi gelé par un air très vif aux rayons d'un beau soleil. Je quittai ma couche de granit et j'allais jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. J'occupais le sommet de l'un des deux pics du Sneffels, celui du sud. De là, ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île. L'optique commune à toutes les grandes hauteurs en relevait les rivages, tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer. On eût dit qu'une de ces cartes en relief d'Elbesmer s'étalait sous mes pieds. Je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens. Les précipices se creusaient comme des puits, des lacs, les lacs se changeaient en étangs, les rivières se faire ruisseaux. Sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre et les pics multipliés, dont quelques-uns s'empanachaient de fumée légère. Les ondulations de ces montagnes infinies, que leurs couches de neige semblaient rendre écumantes, rappelaient à mon souvenir la surface d'une mer agitée. Si je me retournais vers l'ouest, l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue comme une continuation de ses sommets moutonneux. Où finissait la terre, où commençaient les flots, mon œil le distinguait à peine. Je me plongeais ainsi dans cette prestigieuse extase que donnent les hautes cimes, et cette fois sans vertige, car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations. Mes regards éblouis se baignaient dans la transparente irradiation des rayons solaires. J'oubliais qui j'étais, où j'étais, pour vivre de la vie des elfes ou des sylphes imaginaires habitants de la mythologie scandinave. Je m'enivrais de la volupté des hauteurs, sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait me plonger avant peu. Mais je fus ramené au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur et de Hans qui me rejoignirent au sommet du pic. Mon oncle, se tournant vers l'ouest, m'indiqua de la main une légère vapeur, une brume, une apparence de terre qui dominait la ligne des flots. « Le Groenland, dit-il. »« Le Groenland » m'écriai-je. « Oui, nous n'en sommes pas à 35 lieues et pendant les dégels, les ours blancs arrivent jusqu'à l'Islande, portés sur les glaçons du nord. Mais cela importe peu. Nous sommes au sommet du Sneffels, et voici deux pics, l'un au sud et l'autre au nord. Hans va nous dire de quel nom les Islandais appellent celui qui nous porte en ce moment. La demande formulée, le chasseur répondit « Scartaris ». Mon oncle me jeta un coup d'œil triomphant. « Au cratère, dit-il. » Le cratère du Sneffels représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une demi-lieue de diamètre. Sa profondeur, je l'estimais à 2000 pieds environ. Que l'on juge de l'état d'un appareil récipient lorsqu'il s'emplissait de tonnerre et de flammes. Le fond de l'entonnoir ne devait pas mesurer plus de 500 pieds de tour, de telle sorte que ses pentes assez douces permettaient d'arriver facilement à sa partie inférieure. Involontairement, je comparais ce cratère à un énorme tromblon évasé, et la comparaison m'épouvantait. Descendre dans un tromblon, pensais-je, quand il est peut-être chargé et qui peut partir au moindre choc, c'est œuvre de fou. Mais je n'avais pas à reculer. Hans, d'un air indifférent, reprit la tête de la troupe. Je le suivis sans mot dire. Afin de faciliter la descente, Hans décrivait à l'intérieur du cône des ellipses très allongées. Il fallait marcher au milieu des roches éruptives, dont quelques-unes, ébranlées dans leurs alvéoles, se précipitaient en rebondissant jusqu'au fond de l'abîme. Leur chute déterminait des répercussions d'écho d'une étrange sonorité. Certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs. Hans ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution, sondant le sol de son bâton ferré pour y découvrir les crevasses. À de certains passages douteux, il devint nécessaire de nous lier par une longue corde, afin que celui auquel le pied viendrait à manquer, inopinément, se trouvât soutenu par ses compagnons.
Cette solidarité était chose prudente, mais elle n'excluait pas tout danger. Cependant, et malgré les difficultés de la descente sur des pentes que le guide ne connaissait pas, la route se fit sans accident, sauf la chute d'un ballot de corde qui s'échappa des mains d'un Islandais et alla par le plus court jusqu'au fond de l'abîme. À midi, nous étions arrivés. Je relevai la tête et j'aperçus l'orifice supérieur du cône, dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite, mais presque parfaite. Sur un point seulement se détachait le pic du Scartaris, qui s'enfonçait dans l'immensité. Au fond du cratère s'ouvraient 3 cheminées par lesquelles, au temps des éruptions du Sneffels, le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs. Chacune de ces cheminées avait environ 100 pieds de diamètre. Elles étaient là, béantes, sous nos pas. Je n'eus pas le courage d'y plonger mes regards. Le professeur Lidenbrock, lui, avait fait un examen rapide de leur disposition. Il était haletant. Il courait de l'une à l'autre, gesticulant et lançant des paroles incompréhensibles. Hans et ses compagnons, assis sur des morceaux de lave, le regardaient faire, et le prenaient évidemment pour un fou. Tout à coup, mon oncle poussa un cri. Je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des 3 gouffres. Mais non, je l'aperçus les bras étendus, les jambes écartées, debout devant un roc de granit posé au centre du cratère, comme un énorme piédestal fait pour la statue d'un Pluton. Il était dans la pose d'un homme stupéfait, mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie insensée. « Axel, Axel !» s'écriait-il. « Viens, viens !» J'accourus, ni Hans ni les Islandais ne bougèrent. « Regarde, me dit le professeur. » Et partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, je lus sur la face occidentale du bloc un caractère unique, à demi rongé par le temps, ce nom est 1000 fois maudit. « Arnesak nous sommes » s'écria mon oncle. « Douteras-tu encore ?» Je ne répondis pas et je revins consterné à mon banc de lave. L'évidence m'écrasait. Combien de temps demeurai-je ainsi plongé dans mes réflexions, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'en relevant la tête, je vis mon oncle et Hans seuls au fond du cratère. Les Islandais avaient été congédiés et maintenant ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffels pour regagner ce tapis. Hans dormait tranquillement au pied d'un roc, dans une coulée de lave où il s'était fait un lit improvisé. Mon oncle tournait au fond du cratère comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur. Je n'eus ni l'envie, ni la force de me lever. Et prenant exemple sur le guide, je me laissai aller à un douloureux assoupissement, et croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne. Ainsi se passa cette première nuit au fond du cratère. Le lendemain, un ciel gris, nuageux, lourd, s'abaissa sur le sommet du cône. Je ne m'en aperçus pas, tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris. Je compris la raison, et un reste d'espoir me revint au cœur. Voici pourquoi. Des 3 routes ouvertes sous nos pas, une seule avait été suivie par Saknussemm. Au dire du savant islandais, on devait la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme que l'ombre du Scartaris venait en caresser les bords pendant les derniers jours du mois de juin. On pouvait en effet considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire dont l'ombre à un jour donné marquait le chemin du centre du globe. Or, si le soleil venait à manquer, pas d'ombre. Conséquemment, pas d'indication. Nous étions au 25 juin, que le ciel demeurait couvert pendant 6 jours et il faudrait remettre l'observation à une autre année. Je renonce à peindre l'impuissante colère du professeur Lidenbrock. La journée se passa et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. Hans ne bougea pas de sa place. Il devait pourtant se demander ce que nous attendions et s'il se demandait quelque chose. Mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole. Ses regards invariablement tournés vers le ciel se perdaient dans sa teinte grise et brumeuse. Le 26, rien encore. Une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée. Hans construit une hutte avec des morceaux de lave. Je pris un certain plaisir à suivre de l'œil les milliers de cascades improvisées sur les flancs du cône, et dont chaque pierre accroissait l'assourdissant murmure. Mon oncle ne se contentait plus, il y avait de quoi irriter un homme plus patient, car c'était véritablement échoué au port.
Mais aux grandes douleurs, le ciel mêle incessamment les grandes joies et réservait au professeur Lidenbrock une satisfaction égale à ses désespérances ennuis. Le lendemain, le ciel fut encore couvert, mais le dimanche 28 juin, l'antépénultième jour du mois, avec le changement de lune vint le changement de temps. Le soleil versa ses rayons à flot dans le cratère. Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité eut part à son lumineux effluve et projeta instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes, celle du Scartaris se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement avec l'astre radieux. Mon oncle tournait avec elle. À midi, dans sa période la plus courte, elle vint lécher doucement le bord de la cheminée centrale. « C'est là !» s'écria le professeur. « C'est là, au centre du globe !» ajouta-t-il en danois. Je regardai Hans. « Förut, fut tranquillement le guide. « En avant !» répondit mon oncle. Il était 1h13 du soir. Chapitre 17. Le véritable voyage commençait. Jusqu'alors, les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés. Maintenant, celui-ci allait véritablement naître sous nos pas. Je n'avais point encore plongé mon regard dans ce puits insondable où j'allais m'engouffrer. Le moment était venu. Je pouvais encore ou prendre mon parti de l'entreprise ou refuser de la tenter, mais j'eus honte de reculer devant le chasseur. Hans acceptait si tranquillement l'aventure avec une telle indifférence, une si parfaite insouciance de tout danger, que je rougis à l'idée d'être moins brave que lui. Seul, j'aurais entamé la série de grands arguments, mais en présence du guide, je me tus. Un de mes souvenirs s'envola vers ma jolie virlandaise, et je m'approchai de la cheminée centrale. J'ai dit qu'elle mesurait 100 pieds de diamètre ou 300 pieds de tour. Je me penchai au-dessus d'un roc qui surplombait et je regardais. Mes cheveux se hérissèrent. Le sentiment du vide s'empara de mon être. Je sentis le centre de gravité se déplacer en moi et le vertige monter à ma tête comme une ivresse. Rien de plus capiteux que cette attraction de l'abîme. J'allais tomber. Une main me retint. Celui de Hans. Décidément, je n'avais pas pris assez de leçons de gouffre à la Frelseskirche de Copenhague. Cependant, si peu que j'eusse hasardé mes regards dans ce puits, je m'étais rendu compte de sa conformation. Ses parois presque à pic présentaient de nombreuses saillies qui devaient faciliter la descente, mais si l'escalier ne manquait pas, la rampe faisait défaut. Une corde attachée à l'orifice aurait suffi pour nous soutenir, mais comment la détacher lorsqu'on serait parvenu à son extrémité inférieure? Mon oncle employa un moyen fort simple pour obvier à cette difficulté. Il déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de 400 pieds. Il en laissa filer d'abord la moitié, puis il l'enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée. Chacun de nous pouvait alors descendre en réunissant dans sa main les deux moitiés de la corde et qui ne pouvait se défiler. Une fois descendu de 200 pieds, rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en lâchant un bout et en allant sur l'autre. Puis on recommencerait cet exercice ad infinitum. Maintenant, dit mon oncle, après avoir achevé ces préparatifs, occupons-nous des bagages. Ils vont être divisés en 3 paquets et chacun de nous en attachera un sur son dos. J'entends parler seulement des objets fragiles. L'audacieux professeur ne nous comprenait évidemment pas dans cette dernière catégorie. Hans, reprit-il, va se charger des outils et d'une partie des vivres. Toi, Axel, d'un second tiers des vivres et des armes. Moi, du reste des vivres et des instruments délicats. Mais dis-je, et les vêtements et cette masse de cordes et d'échelles qui se chargera de les descendre? Ils descendront tout seuls. Comment cela? Demandai-je. Tu vas le voir. Mon oncle employa volontiers les grands moyens et sans hésiter. Sur son ordre, Hans réunit en un seul colis les objets non fragiles, et ce paquet, solidement cordé, fut tout bonnement précipité dans le gouffre. J'entendis ce mugissement sonore produit par le déplacement des couches d'air. Mon oncle penché sur l'abîme suivait d'un œil satisfait la descente de ses bagages et ne se releva qu'après les avoir perdus de vue. Bon, fit-il, allons maintenant. Je demande à tout le monde de bonne foi s'il était possible d'entendre sans frissonner de telles paroles.
Le professeur attacha sur son dos le paquet des instruments, Hans prit celui des outils, moi celui des armes. La descente commença dans l'ordre suivant. Hans, mon oncle et moi. Et se fit dans un profond silence, troublé seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme. Je me laissai couler, pour ainsi dire, serrant frénétiquement la double corde d'une main, de l'autre marcoubattant au moyen de mon bâton ferré. Une idée unique me dominait. Je craignais que le point d'appui ne vînt à manquer. Cette corde me paraissait bien fragile pour supporter le poids de 3 personnes. Je m'en servais le moins possible, opérant des miracles d'équilibre sur les saillies de lave que mon pied cherchait à saisir comme une main. Lorsqu'une de ces marches glissantes venait à s'ébranler sous les pas de Hans, il disait de sa voix tranquille « Gifacht !»« Attention !» répétait mon oncle. Après une demi-heure, nous étions arrivés à la surface d'un roc fortement engagé dans la paroi de la cheminée. Hans tira la corde par l'un de ses bouts, l'autre s'éleva dans l'air, après avoir dépassé le rocher supérieur, et retomba en craquelant les morceaux de pierre et de lave, sorte de pluie, au mieux de grêle fort dangereuse. En me penchant au-dessus de notre étroit plateau, je remarquai que le fond du trou était encore invisible. La manœuvre de la corde recommença et une demi-heure après, nous avions gagné une nouvelle profondeur de 200 pieds. Je ne sais si le plus enragé géologue eût essayé d'étudier pendant cette descente la nature des terrains qui l'environnaient. Pour mon oncle, je ne m'en inquiétais guère, qui fussent Pliocène, Miocène, Éocène, Crétacé, Jurassique, Triasique, Pernier, Carbonifère, Dévonier, Silurien ou primitif, cela me préoccupa peu. Mais le professeur sans doute fit ses observations ou prit ses notes, car à l'aune des haltes, il me dit « Plus je vais, plus j'ai confiance. Les dispositions de ces terrains volcaniques donnent absolument raison à la théorie de Davy. Nous sommes en plein sol primordial, sol dans lequel s'est produite l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau. Je repousse absolument le système d'une chaleur centrale. D'ailleurs, nous verrons bien. Toujours la même conclusion. On comprend que je ne m'amusais pas à discuter. Mon silence fut pris pour un assentiment. Et la descente recommença. Au bout de 3 heures, je n'entrevoyais pas encore le fond de la cheminée. Lorsque je relevai la tête, j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement. Ses parois, par la suite, de leur légère inclinaison, tendaient à se rapprocher. L'obscurité se faisait peu à peu. Cependant, nous descendions toujours. Il me semblait que les pierres détachées des parois s'engloutissaient avec une répercussion plus mate et qu'elles devaient rencontrer promptement le fond de l'abîme. Comme j'avais eu soin de noter exactement nos manœuvres de corde, je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé. Nous avions alors répété 14 fois cette manœuvre qui durait une demi-heure. C'était donc 7 heures plus 14 quarts d'heure de repos aux 3 heures et demie. En tout, 10 heures et demie. Nous étions partis à 1 heure. Il devait être 11 heures en ce moment. Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces 14 manœuvres d'une corde de 200 pieds donnaient 2800 pieds. En ce moment, la voix de Hans se fit entendre. « Halte !» dit-il. Je m'arrêtai court au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle. Nous sommes arrivés, dit celui-ci. « Où ?» demandai-je en me laissant guider près de lui. « Au fond de la cheminée perpendiculaire. Il n'y a donc pas d'autre issue ?»« Si, une sorte de couloir que j'entrevois et qui oblique vers la droite. Nous verrons cela demain. Soupons d'abord, nous dormirons après. » L'obscurité n'était pas encore complète. On ouvrit le sac aux provisions, on mangea et chacun se coucha de son mieux sur un lit de pierre et de débris de lave. Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de 3000 pieds et qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation et qui, d'après mes calculs, devait être Bi de la petite ours. Puis je m'endormis d'un profond sommeil. Chapitre 18. À 8 heures du matin, un rayon du jour vint nous réveiller. Les 1000 facettes de la lave des parois le recueillaient à son passage et l'éparpillaient comme une pluie d'étincelles. Cette lueur était assez forte pour permettre de distinguer les objets environnants. « Eh bien, Axel, qu'en dis-tu » s'écria mon oncle en se frottant les mains. « As-tu jamais passé une nuit plus paisible dans notre maison de Königstrasse »
Plus de bruit de charrette, plus de cris de marchands, plus de vociférations de bateliers. Sans doute nous sommes fort tranquilles au fond de ce puits, mais ce calme même a quelque chose d'effrayant. « Allons donc, s'écria mon oncle. Si tu t'effraies déjà, que sera-ce plus tard? Nous ne sommes pas encore entrés d'un pouce dans les entrailles de la terre. Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous avons atteint seulement le sol de l'île. Selon le tube vertical qui aboutit au cratère du Sneffels, elle s'arrête à peu près au niveau de la mer. En êtes-vous certain? Très certain, consulte le baromètre. En effet, le mercure, après avoir peu à peu remonté dans l'instrument à mesure que notre descente s'effectuait, s'était arrêté à 29 pouces. Tu le vois, reprit le professeur, nous n'avons encore que la pression d'une atmosphère et il me tarde que le manomètre vienne remplacer ce baromètre. Cet instrument allait en effet devenir inutile du moment que le poids de l'air dépasserait sa pression calculée au niveau de l'océan. Mais dis-je, n'est-il pas à craindre que cette pression toujours croissante ne soit très pénible? Non, nous descendrons lentement et nos poumons s'habitueront à respirer une atmosphère plus comprimée. Les aéronautes finissent par manquer d'air en s'élevant dans les couches supérieures. Et nous en aurions trop peut-être. Mais j'aime mieux cela. Ne perdons pas un instant. Où est le paquet qui nous a précédés dans l'intérieur de la montagne? Je me souviens alors que nous l'avions vainement cherché la veille au soir. Mon oncle interrogea Hans qui, après avoir regardé attentivement avec ses yeux de chasseur, répondit « Der Huppe ». Là-haut. En effet, ce paquet était accroché à une saillie de roc à une centaine de pieds au-dessus de notre tête. Aussitôt, l'agile Islandais grimpa comme un chat et en quelques minutes, le paquet nous rejoignit. « Maintenant, dit mon oncle, déjeunons. Mais déjeunons comme des gens qui peuvent avoir une longue course à faire. » Le biscuit et la viande sèche furent arrosés de quelques gorgées d'eau mêlée de genévrier. Le déjeuner terminé, mon oncle tira de sa poche un carnet destiné aux observations et prit successivement ses divers instruments et nota les données suivantes. Lundi 1er juillet, chronomètre 8h17 du matin, baromètre 29 P7L, thermomètre 6 degrés, direction est-sud-est. Cette dernière observation s'appliquait à la galerie obscure et fut indiquée par la boussole. « Maintenant, Axel, s'écria le professeur d'une voix enthousiaste, nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. Voici donc le moment précis auquel notre voyage commence. » Cela dit, mon oncle prit d'une main l'appareil de Ruhmkorff suspendu à son cou. De l'autre, il mit en communication le courant électrique avec le serpentin de la lanterne et une assez vive lumière dissipa les ténèbres de la galerie. Hans portait le second appareil, qui fut également mis en activité. Cette ingénieuse application de l'électricité nous permettait d'aller longtemps en créant un jour artificiel, même au milieu des gaz les plus inflammables. « En route, fit mon oncle. » Chacun reprit son ballot. Hans se chargea de pousser devant lui le paquet des cordages et des habits, et moi, troisième, nous entrâmes dans la galerie. Au moment de m'engouffrer dans ce couloir obscur, je relevai la tête. J'aperçus une dernière fois, par le champ de l'immense tube, ce ciel de l'Islande que je ne devais plus voir. La lave, à la dernière éruption de 1229, s'était frayé un passage à travers ce tunnel. Elle tapissait l'intérieur d'un enduit épais et brillant. La lumière électrique s'y réfléchissait en centuplant son intensité. Toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente inclinée à 45 degrés environ. Heureusement, certaines érosions, quelques boursouflures tenaient lieu de marche et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde. Mais ce qui se faisait marche sous nos pieds devenait stalactites sur les autres parois. La lave poreuse et de certains endroits présentait de petites ampoules arrondies, des cristaux de quartz opaque ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres semblaient s'allumer à notre passage. On eût dit que les génies de gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la terre. « C'est magnifique, m'écriai-je involontairement. Quel spectacle, mon oncle! Admirez-vous ces nuances de la lave qui vont du rouge brun au jaune éclatant par des gradations insensibles, et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux? Ah, tu y viens, Axel, répondit mon oncle. Ah, tu trouves cela splendide, mon garçon, tu en verras bien d'autres, je l'espère. Marchons, marchons.
Il aurait dit plus justement glissons, car nous laissions aller sans fatigue sur des pentes inclinées. C'était le Facilis Descensus Averni de Virgile. La boussole que je consultais fréquemment indiquait la direction du sud-est avec une imperturbable rigueur. Cette coulée de lave n'obliquait ni d'un côté ni de l'autre. Elle avait l'inflexibilité de la ligne droite. Cependant, la chaleur n'augmentait pas d'une façon sensible, ce qui donnait raison aux théories de Davy, et plus d'une fois je consultai le thermomètre avec étonnement. 2 heures après le départ, il ne manquait encore que 10 degrés, c'est-à-dire un accroissement de 4 degrés. Cela m'autorisait à penser que notre descente était plus horizontale que verticale. Quant à connaître exactement la profondeur étante, rien de plus facile. Le professeur mesurait exactement les angles de déviation et d'inclinaison de la route, mais il gardait pour lui le résultat de ses observations. Ce soir, vers 8 heures, il donna le signal d'arrêt. Hans aussitôt s'assit. Les lampes furent accrochées à une saillie de lave. Nous étions dans une sorte de caverne où l'air ne manquait pas. Au contraire, certains souffles arrivaient jusqu'à nous. Quelle cause les produisait? À quelle agitation atmosphérique attribuer leur origine? C'est une question que je ne cherchais pas à résoudre en ce moment. La faim et la fatigue me rendaient incapable de raisonner. Une descente de 7 heures consécutives ne se fait pas sans une grande dépense de force. J'étais épuisé. Le mot « halte » me fit donc plaisir à entendre. Hans étala quelques provisions sur un bloc de lave et chacun mangea avec appétit. Cependant, une chose m'inquiétait, notre réserve d'eau était à demi consommée. Mon oncle comptait la refaire aux sources souterraines, mais jusqu'alors, celui-ci manquait absolument. Je ne pus m'empêcher d'attirer son attention sur ce sujet. « Cette absence de source te surprend, dit-il. Sans doute, et même elle m'inquiète. Nous n'avons plus d'eau que pour 5 jours. Sois tranquille, Axel, je te réponds que nous trouverons de l'eau, et plus que nous n'en voudrons. Quand cela? Quand nous aurons quitté cette enveloppe de lave. Comment veux-tu que des sources jaillissent à travers ces parois? Mais peut-être cette coulée se plonge-t-elle à de grandes profondeurs. Il me semble que nous n'avons pas encore fait beaucoup de chemin verticalement. Qui te fait supposer cela? C'est que si nous étions très avancés dans l'intérieur de l'écorce terrestre, la chaleur serait plus forte, d'après ton système, répondit mon oncle, qu'indique le thermomètre. 15 degrés à peine, ce qui ne fait qu'un accroissement de 9 degrés depuis notre départ. Eh bien, conclu. Voici ma conclusion. D'après les observations les plus exactes, l'augmentation de la température à l'intérieur du globe est d'1 degré par 100 pieds. Mais certaines conditions de localité peuvent modifier ce chiffre. Ainsi, à Yakoust, en Sibérie, on a remarqué que l'accroissement d'1 degré avait lieu par 36 pieds. Cette différence dépend évidemment de la conductibilité des roches. J'ajouterai aussi que dans le voisinage d'un volcan éteint, à travers le Gneiss, on a remarqué que l'élévation de la température était d'1 degré seulement pour 125 pieds. Prenons donc cette dernière hypothèse, qui est la plus favorable, et calculons. Calcule, mon garçon. Rien n'est plus facile, dis-je en disposant des chiffres sur mon carnet. 9 fois 125 pieds donne 1125 pieds de profondeur. Rien de plus exact. Eh bien, d'après mes observations, nous sommes arrivés à 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Est-il possible? Oui, où les chiffres ne sont plus les chiffres. Les calculs du professeur étaient exacts. Nous avions déjà dépassé de 6 000 pieds les plus grandes profondeurs atteintes par l'homme, telles que les mines de Kiesbach dans le Tyrol et celles de Württemberg en Bohême. La température, qui aurait dû être de 80 degrés en cet endroit, était de 15 à peine. Cela donnait singulièrement à réfléchir.